Hop. Tac, donc les fameux Raid 24 de... Hop. De Dawn Trail. Hop, donc c'est la rediff du stream d'hier. J'avais refait les 3 un peu pour le... Justement pour me les remettre dans la tête. C'est plus facile si t'es Jap parce que le jeu est de base populaire chez eux. Du coup, ils ont moins toute cette phase d'apprentissage des combinaisons qui est suivante. Ouais, un peu comme les échecs chez nous, quoi. Tu sais déjà jouer, t'as déjà joué après un enfant, c'est un peu plus simple, même si tu sais pas forcément très bien jouer, mais t'as un peu les bases, quoi. Je vois, je vois. Donc les Raid 24, on avait commencé par Juno, je sais pas comment ça se dit. Bref, la première pérambulation, quoi. D'ailleurs, sachez que c'est un vrai mot, pérambulation, j'ai découvert ça hier. Ça veut vraiment dire voyage ou un truc de ce genre, exploration. Bon, les Raid 24 dans FF14, ils ont un peu un statut à part. Parce que c'est pas des contenus au niveau. Donc c'est pas censé être difficile. On n'est pas là pour galérer, on n'est pas là pour avoir des mécaniques compliquées, pour prog, etc. C'est censé bien se passer. Mais en même temps, il faut quand même que les mechas soient un minimum engageantes, sinon bah, on s'ennuie en fait quand on joue. Donc ils sont dans cette espèce d'entre-deux un peu où les mécaniques doivent à la fois être intéressantes et demander aux joueurs un peu de réflexion. Mais en même temps, il faut que ce soit facile, que ça se fasse un peu tout seul. Et qu'il n'y ait pas de frustration, quoi. Parce que vous allez taguer ça en roulette. Ça dure déjà assez longtemps, vous n'avez pas forcément envie de galérer quand vous tombez sur votre raid 24. Donc c'est pas forcément super facile à faire, d'autant que c'était le seul contenu A24 avant le chaotique, je crois. Et peut-être quelques contenus d'exploration. Et voilà, donc c'est des raids qui prennent beaucoup de temps, je pense, à faire, que ce soit visuellement ou dans les mécaniques, etc. Même dans le déroulé de l'histoire, hein, parce qu'il faut quand même écrire toute l'histoire qui va avec. Je pense qu'il y a une bonne partie du budget qui part à la réalisation des raids 24 quand même. Et donc on arrive dans le premier, on arrive sur Prish. Ah, Prish, moi j'aime trop. Alors, rien à voir avec le fait qu'on ait une joueuse qui s'appelle Prish. Même si Goat, évidemment. Mais le combat est vraiment trop bien, je trouve. J'aime trop sa mécanique, on va la voir. Je vais avancer un petit peu, on peut faire tout le combat, mais... Cette méca là, mais c'est incroyable, hein. Bourpif, elle s'appelle, voilà. Où elle fait... elle charge son AOE, là. Et après, il faut rentrer dans l'AOE. C'est un truc qu'on avait déjà vu en Critérion. Je crois que ça a été inventé par Sildi. Le deuxième boss de Sildi, il me semble que c'est la première fois qu'on voit ce type de mecha. Donc là, la mecha est cool, en 3 niveaux, elle est sympa, j'aime bien l'idée. Mais là où c'est vraiment génial, je trouve, c'est ce qu'on va voir après. Alors je passe les petites mechas qui sont un peu plus classiques. Pour le coup... Hop. Et alors celle-là, voilà, celle-là où la charge, cette fois, n'est pas une AOE, mais c'est la force du bump. Et tu dois caler ton bump pour atterrir sur l'arène, mais pas dans les pics. Oh, c'est vraiment trop bien. Je trouve que la mecha est assez folle. Et en plus, ça fonctionne super bien. C'est très intuitif, je trouve, de voir où est-ce qu'on va atterrir, comment ça fonctionne et tout. Ils ont vraiment bien géré le truc. L'indicateur est vraiment cool. Je sais pas si on va le revoir. Voilà, je crois qu'avec 3 cette fois, donc il faut mettre le violet sur l'arène. En plus, il y a un peu ce truc de... En fait, si c'est 1, il faut rester à l'endroit où t'es. Si c'est 3, il faut aller à l'opposé, etc. Non, franchement, j'aime bien. Hein, c'est vraiment un bon fight. Le fait que cette méca soit scriptée, je trouve ça dommage. Quand tu dis scriptée, c'est-à-dire qu'elle est complètement fixe à chaque fois. C'est toujours le même nombre de charges dès que tu fais la raid. C'est vrai ça? Est-ce seulement vrai? Hop. Alors attendez 2 secondes. Hop, je vous remets le jeu. Ça va vous éclater les yeux.
Ouais, elle fait d'abord 3 charges, puis 2 charges pour le premier coup de poing. Ok, mais c'est que pour le premier ou c'est pour tout le combat, quoi? Parce que si c'est que la toute première itération du combat, ça va. C'est pour présenter, quoi. Et après, au cours du combat, elle te montre d'autres choses. Je pense que c'est pas mal. De mémoire, c'est au moins le premier. Ok. Alors, quoi qu'il en soit, je trouve le combat très cool grâce à cette mecha. Le reste est classique, disons. Il y a des spreads, il y a des chairs, il y a des AOE esquivés. Voilà, comme ça, là. Il y a rien de bien foufou à côté, en réalité. Hein. C'est vraiment cette mecha-là avec la charge qui fait que le fight est cool. Salut Nikiki, j'espère que tu vas bien. Mais ouais, cette mecha-là fait vraiment que le fight est super sympa, notamment la version avec le bump, qui est de loin la meilleure, je trouve. La version avec la WoW est sympa, mais c'est vraiment celle avec le bump qui lui donne son charme. Bon, ça va et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. On revient un peu sur les différents raids Alliance de Dawntrail. Donc ouais, le premier boss, Prish, vraiment cool, vraiment très sympa. Bon, je vais passer sur les packs de mobs parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, même s'il y en a qui sont mieux que d'autres. Là, bon, c'était un pack un peu random. C'est très joli, ceci dit, comme d'habitude. Hein. De toute façon, ça va rester très joli sur les trois raids. Et on arrive sur Fafnir. Là, encore une fois, comme je ne connais pas FF11, je sais pas à quel point c'est quelqu'un dans FF11. Donc je sais pas s'il y avait eu un impact de... Ah, c'est Fafnir, incroyable. En tout cas, le design est cool. C'est un gros dragon bien à l'ancienne. On n'a pas trop ça dans FF14, on a plutôt des dragons un peu stylés. Ou avec des designs un peu particuliers. Là, on a vraiment le dragon, quoi. Tel qu'on l'imagine dans la fantasy classique occidentale. Bon, les mécaniques, c'est sans doute le boss que j'ai trouvé le moins intéressant du premier raid. Pour le coup, lui, il est un peu classique avec voilà, un out-in. Il a un pas derrière, pas devant, etc. Cette mécanique est pas mal. Où il va créer un cercle de flammes autour de lui, il faut être in. Et après, il faut sortir par le bon côté. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas le faire. Si je me souviens de ce qui est arrivé hier. Je crois que justement, je ne sors pas par là où ça a commencé. Et du coup, c'est rip quoi. Voilà, je prends le out, je prends la vulné et le stun. Petit stun de 10 secondes quand même, hein, donc c'est quand même pas mal punitif. Alors ça peut être cure, mais bon. Encore faut-il que le healer le voit et que ça a à faire. Bon voilà, c'est pas le meilleur boss honnêtement de ce premier raid, c'est sans doute celui qui est le plus classique. Après Prish, qui était, je trouve, pas mal mieux. Il a quand même une petite phase qui est sympa. Voilà, quand c'est l'ouragan là, où c'est un peu plus dynamique. Utiliser un GCD pour le cure alors que je peux glaire. Réel ça. Réel grande main. Ouais, là c'est un peu plus cool, là il se passe un peu plus de choses, il y a plein d'AOE, il y a des AOE qui viennent du milieu qui grandissent un peu comme des hexas, il y a des petites et des grandes tornades qui tournent, il y a des AOE qui pop, là il y a un peu plein de choses qui se passent, et si vous voulez en plus garder l'uptime parce que vous êtes mêlé, bah ouais ça fait un peu plus de choses à gérer quoi. D'ailleurs on voit que je prends du nez. Là typiquement pour garder l'uptime c'est quand même pas tant facile que ça quoi. Donc cette phase est plutôt sympa, mais elle est un peu courte. Fais un montage en découpant les mots et fais-le dire Prish était nul, la team. Non mieux je sors durant le West, devant tout le monde. Supportable. En mode révélation dramatique. Donc ouais, le boss c'est voilà, une phase qui est sympathique, le reste est très classique. Il est pas mauvais mais il est, on va dire, normal quoi. Son design est très cool par contre.
Et voilà pour Fafnir. Donc pour l'instant, un raid qui était sympathique, mais j'ai trouvé bien, mais sans plus. Hein. Pour l'instant, j'étais en mode ok, le raid est cool, comme on avait eu, comme on a l'habitude quoi. Un raid 24 comme dans la digne lignée de ses prédécesseurs. Je passe encore une fois les petits packs de mobs qui font pas grand chose. Bon là, un petit Tat quand même qui fait une mecha, hein, où il va nous grab et puis après il va faire une AOE. Alors là, le plaisir d'être dragon, on peut décider de n'en avoir rien à faire. Et juste de backdash après. Évidemment. Donc voilà, petit Tat sympa qui fait une petite mecha, ça fait toujours plaisir. Et on arrive sur la masterclass, je trouve. Sans doute un des meilleurs combats de Raid 24 du jeu, selon moi. Qui va même largement égaler les grands Ozma, Sid, etc. DRS. Insupportable. Puisqu'on arrive à... Alors je sais pas comment il s'appelle, mais... l'espèce de partie d'aventurier un peu comme nous. Qui est un trope un peu commun dans les RPG. On a souvent un boss qui est une équipe d'aventuriers comme nous. Et ils sont vraiment trop bien. Donc c'est 5 PNJ. Vous allez devoir forcément en attaquer un au début. En fonction de votre alliance. Donc là j'étais alliance C, donc il fallait taper le petit mage noir. Enfin le petit Reaper, pardon. Les deux autres s'en vont. Il y a les 3 boss sur l'arène. Et ils vont faire des mechas chacun de leur côté. Et il faut gérer quoi. Là il y en a un qui fait le quadrillage. Pendant que l'autre il fait le regard. Donc il faut gérer le quadrillage en regardant pas le boss. On a l'autre qui fait une AOE, donc on rentre pas dedans. Et en fait, tout le combat, ça va être ça, quoi. En fait, ils vont superposer leur mecha. Là, il faut en plus aller in. Enfin, en fait, ça s'arrête jamais. Il y a toujours une mecha à gérer. C'est pas super dur, en soi. Il n'y a rien de très compliqué. Tout est affiché par terre. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à retenir, machin. Mais, en fait, il y a plein de trucs à faire. Il faut garder un œil partout. Et c'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Et encore, c'est que le début, ça, c'est que la paix, hein, entre guillemets. Puisque le fight a des phases, d'une certaine façon. Alors là, voilà, un petit... petit snapshot. Où on utilise évidemment les bons serveurs d'FF14 contre le jeu. Un vrai plaisir. Et on va arriver entre guillemets en P2. Donc là, il faut encore des mechas. Et en fait, les deux qu'on n'a pas vus débarquent. Ils jouent ensemble, un peu comme les autres. Sauf que cette fois, évidemment, on peut taper les deux. Il n'y a pas d'histoire de vous devant taper un seul. Donc vous choisissez qui vous tapez. Vous pouvez faire de l'AOE. Quand ils sont paqués comme ça. Ils font des mechas eux aussi entre eux. Ils vont faire exactement ce que font la paix de top pour ceux qui ont la ref avec le gars qui va shield l'autre. Donc il faut taper son shield pour pouvoir ensuite interrupter l'autre. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passe si on n'interrupte pas. Est-ce que c'est un wipe? Est-ce que c'est vraiment une enrage, une vraie, ou est-ce que c'est juste un red white qui fait un peu mal? J'ai jamais vu le cas où on n'arrive pas à l'interrupt, donc je ne sais pas. Et là c'est vraiment la phase que je trouve la meilleure, c'est on continue de fight les deux qu'on tape là, et les 3 autres qu'on combattait au début vont revenir un par un, tour à tour, et venir rajouter leur mécanique par-dessus ce qui se passe. Donc là il y en a 3, maintenant il y en a 4. Et puis le 5ème va arriver, et on peut taper les 5, on peut AOE comme un fou, ce qui en plus donne de la valeur aux rotations AOE, aux spells AOE, etc. Parce que là en plus il y en a 5, hein, donc là c'est de la vraie AOE qui tâche. Et c'est trop bien en fait, c'est trop bien d'avoir des mobs comme ça qui font des mechas partout tout le temps. Le fight est ultra dynamique. Ça c'est un peu la méca qu'on avait au début, mais version un peu plus énervée du coup, vu qu'ils sont maintenant 5. D'ailleurs j'ai pris la pétrif, Squanix me déteste. Mais un healer, Izuna, incroyable, grand respect à lui. Il m'a dispel la pétrif, le GOAT.
Archangel, c'est leur moment de jeu, très bien. Et ouais, non, excellent. Excellent, excellent. Malheureusement, il meurt un peu vite hein, maintenant avec le stuff, mais c'est un combat de fou. J'aime trop ce fight. C'est une masterclass. Dinguerie. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un combat Dragon 4 comme celui-là. Et du coup, on arrive sur le dernier boss, le 4ème. Le je ne sais plus quoi. Le Shadow Lord, voilà. Et alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il a énormément de vie. Alors là, aujourd'hui, évidemment, il tombe assez vite maintenant. Puisqu'on est à la fin de l'extension. Mais de base, il tombe quand même très vite, le frérot. C'est assez... Oula, pardon. C'est assez marquant à quel point, à la base, il... Pardon, à la base, il tombait lentement, je veux dire. Et c'est tout à fait logique parce qu'il a une mécanique qui est basée là-dessus. Que j'adore, personnellement. J'aimerais qu'il y ait plus de fois ça dans les Raid 24. C'est le boss de l'équivalent de la 1.0 sur le 11. Le boss de la 1.0, c'est Naël. C'est ça? C'est genre Twin Tania? C'est ça que tu veux dire? Ou c'est genre Gaius? Si on prend Rim Reborn? Bon, là, des mechas qui sont sympathiques, mais sans plus, c'est des exas quoi. Hein. Des exas très simples. Bon, c'est mieux que des AOE basiques, mais c'est pas non plus la folie. Cette mecha est pas mal. Oui, il nous montre ce qu'il va faire, il faut qu'on retienne les AOE. Mais pour l'instant, il est dans une forme qui est un peu simpliste et ça va beaucoup s'améliorer par la suite. Là, mes FPS qui vont complètement lâcher pendant le combat. Et voilà, là, bah, mon PC qui était en train de rendre la main vraiment. Ça, c'est une phase que j'aime beaucoup, où l'arène se transforme. Déjà, tout ce qui transforme l'arène de manière générale, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. C'est toujours... ça permet toujours de faire des mécaniques plus sympathiques quand l'arène est contrainte, en fait. C'est sympa tes diapos d'Agas, c'était où ses vacances? En Vanadiel, Grande-Ma. Et j'aime beaucoup cette phase, mais en fait j'aime beaucoup la deuxième version surtout. La première, elle est un peu là pour présenter les choses. Les mécaniques sont sympathiques, mais jusqu'à présent, le boss est cool sans plus, quoi. Vous voyez que je fais vraiment n'importe quoi. Évidemment à cause de mes FPS, hein. C'est vraiment la seule raison qui fait que je rate des mécaniques. Hein. Évidemment. Il ne peut y avoir d'autres explications en fait. Donc quand j'avance un petit peu, il va remettre l'arène en normal. Et là, il va préparer une espèce de giga attaque là. Voilà, une espèce de red white de l'espace. Et ça, c'est la méca que j'adore. Quand il fait ça, il gagne un stack de dégâts. Permanent. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il fait plus mal. En fait, il passe en P2 quoi en gros. Il est là, ah bah maintenant je suis énervé. D'ailleurs maintenant, ces AOE là qu'il faut retenir, il y en a 3 au lieu de 2. Donc c'est un peu plus compliqué. Il va faire pop des clones en plus qui répète ses mechas. Donc là il faut retenir les 3 AOE, ce qui est déjà je trouve un peu plus exigeant que quand il n'y en a que 2. Et surtout, il y a un moment, voilà, il y a aussi un clone de lui qui commence la mecha pendant qu'on est en train d'esquiver celle du boss. Et il faut regarder ce que le clone fait pour ensuite esquiver celle du clone. Bah franchement, c'est trop bien. D'ailleurs voilà, Golem. Golem, là pareil avec l'orbe, on n'est pas du bon côté de l'orbe, mais ensuite il y a le clone qui fait aussi son orbe. Donc là il faut encore gérer l'orbe du clone.
incroyable. Et ce qui est trop bien, alors malheureusement je crois qu'on va pas le voir parce qu'encore une fois le stuff fait qu'on tombe le boss trop vite. Mais on va reavoir la phase avec l'arène qui est séparée, et cette fois en plus difficile avec des mécaniques un peu plus compliquées, un peu plus longues aussi. Et si vous repartez ensuite sur une phase avec l'arène entière, il va reprendre un stack de dégâts. Un deuxième. Et en fait, au fur et à mesure du combat, le boss gagne des stacks de dégâts sans arrêt jusqu'à ce que vous wipez quoi. Il y a une espèce de soft rage très légère qui est liée à son stacking de stack. Enfin, son stacking de stack, merci les gars. Son stacking de base de dégâts. Et j'avoue que je n'avais jamais vu ça en Red 24. Ça me dit rien comme ça là. Et vu que le boss, comme je l'ai dit, a beaucoup de vie. Alors là, ça se voit pas parce qu'on a trop de stuff, mais en vrai, il a beaucoup de vie. Bah, ça peut poser problème, quoi. Notamment à l'époque, si vous avez vraiment pas un stuff de fou. C'est un vrai facteur, quoi. Vous allez arriver à 2-3 stacks et il va commencer à faire beaucoup plus mal. Et puis ces mechas sont longs, comme il a 2 phases, on s'attend pas trop. C'est pas répétitif. Franchement, c'est encore une fois, c'est une masterclass le boss. Synergie 24, Red Vanadiel, minimum level quand j'essaie de voir si on peut faire ça au mois de mai. Si j'ai assez de gens, je ferai ça au mois de mai. Sinon, on fera ça à un autre moment où on fera pas ça, s'il y a personne. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est est-ce que les gens sont intéressés. Mais ouais, on va tenter de faire les 3 en minimum level pour voir un peu ce que ça donne. Je suis assez curieux, notamment du premier Red 24. Pour moi, c'est le meilleur, j'avoue. C'est celui que j'ai préféré. La série, globalement, est bonne, mais celui-là, il est vraiment très bien. Il n'y a que le deuxième boss qui est, on va dire, classique. Et les 3 autres sont vraiment trop bien. Moi, c'est limite, je sais que les gens vont pas forcément être d'accord, mais pour moi, c'est limite monastère d'Orbontier, quoi. C'est vraiment des meilleurs Red 24 du jeu, je pense. En tout cas, de mon point de vue. J'ai adoré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, voilà, pour ceux qui ont fait un peu de T, c'est la même méca. Ce qui est assez fou d'ailleurs, mais... Tiens, je crois que je vais prendre les deux. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai réussi à mettre là où il y en avait 2. Ah oui, il y a ça, j'ai oublié. Ouais, ça, on va pas avoir le temps de le voir, mais... Alors bon, c'est des points du gameplay, c'est pas la folie, mais... Visuellement, c'est très sympa. Il se sert de vous comme d'un chair, en fait. Et il vous envoie sur votre team. Dinguerie, en vrai. Donc ouais, franchement, un des meilleurs Red 24 que j'ai fait, et je les ai tous faits depuis le début. C'est un de ceux que j'ai préféré. À l'exception des vraiment des grotesques qui sont sortis à Stormblood, qui sont reconnus comme étant vraiment les meilleurs. Moi, c'est ceux que j'ai. C'est celui-là que j'ai préféré, je pense, de tous. Il a pensé à honorer quelqu'un de son équipe. Évidemment. Pour qui nous prenez-vous? Et donc, on enchaîne sur le deuxième, Sandoria. Alors, le premier boss, il me semble que c'est celui que j'ai le moins aimé. Des 4 boss du deuxième raid. Alors très joli, hein, ça de toute façon ça changera jamais, hein, c'est toujours très joli. Ça poule comme des sagouins. On a cette espèce de manticore, alors encore une fois je ne sais pas qui c'est, je vois qu'il s'appelle Kirin, mais en dehors de ça... Je n'ai pas la référence du boss, hein, de toute façon je l'ai de aucun... de personne. Et pour le coup c'est le combat que je trouve le moins bon, jusqu'à présent. Je trouve, voilà, je trouve que c'est un combat très classique aussi, qui a pas beaucoup d'originalité. Et par rapport à Fafnir, que je trouvais sympathique, avec sa phase ouragan, lui je trouve qu'il a pas ça. Donc voilà.
Un fight, on va dire, dans la moyenne, mais qui m'a pas transcendé clairement. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est que je crois qu'il invoque Seiryu. Donc j'étais là, quoi, Seiryu? Est-ce que Genbu va revenir? Bon, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Kirin, c'est une marque de bière. Ah ouais? Pour moi, c'est un... C'est surtout un dragon ancien. Sur lesquels mes attaques n'arrêtent pas de rebondir, même quand j'ai aiguisé de fou. Parce que là, il dit, j'ai invoqué les 4 divinités cardinales et tout. J'étais là, attends, mais c'est les 4 animaux sacrés. Genbu arrive. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, finalement, il se passe pas grand-chose, hein, faut être honnête. C'est pas le combat le plus intéressant. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Il y a des mécaniques qui sont ce qu'elles sont. Il se passe pas rien, mais juste c'est du classico-classique comme on connaît en Red 24, quoi. Ouais, une bière Jap, c'est comme si en France il y avait une bière genre la Dahu. Je vois, je vois. On va finir avec Gaze, même sur le 11, mais il avait de bons loots. Ok. Bah, je l'ai pas trouvé horrible à finir, j'ai juste trouvé un peu moins bien que les 3 des autres qui sont vraiment d'excellente qualité. Et lui, c'est un peu pareil, mais on va dire sans la phase que je trouvais cool, je suis à finir, quoi. Donc on va dire, voilà. Classique, rien de spécial pour ce Kirin, qui ne m'a pas beaucoup marqué, ni en bien ni en mal. Et alors là, on arrive sur, encore une fois, un des meilleurs boss, je pense. Puisque ça va être Omega et Ultima. Alors déjà, le décor est... Bon, le décor est zinzito, hein. On est sur un aéronef, c'est la guerre, des aéronefs explosent. C'est une dinguerie, hein, ce qui se passe. On a vraiment l'impression d'être... de partir en guerre, quoi. Puis même ça, là, le voyage et tout entre les aéronefs en plein air, oh là là. Quelle folie, quelle folie. Pouf, on voit les aéronefs exploser. Non, non, c'est... On se rend compte de la puissance des trucs qu'on affronte, quoi. Et on voit débarquer Omega et Ultima, version FF11 du coup. Alors, autant Omega, on la reconnaît plutôt pas mal. Autant Ultima, quand même, rien à voir. On n'a pas du tout cet aspect char d'assaut qu'on a dans 14. Donc déjà double boss, ça c'est cool. Encore une fois, quand on peut faire jouer un peu les AOE, c'est toujours sympathique. Et puis surtout les mécaniques, je trouve, sont vraiment très bien. Donc là on a la classique un peu bâbord, tribord d'Omega, mais version devant-derrière. Donc très semblable. Là on a un petit bump. D'ailleurs je suis allé beaucoup trop tôt me cacher, puis je me suis dit, attends mais en fait je peux remettre un GCD, hop. On y retourne. Bon, pour l'instant, le fight n'a rien non plus d'exceptionnel. Hein. À part le fait que c'est un double boss et qu'on est sur un décor de zinzin. Cette méca, c'est du memory. Il faut juste se souvenir de où c'est safe et où c'est pas safe. Ce qui déjà est pas mal, je trouve encore. J'aime bien ces mécas où il faut retenir un petit peu. Ça demande un petit peu d'effort comparé à des mécaniques qui sont juste affichées par terre, il faut les esquiver. Et en même temps, c'est toujours le but des Red 24, c'est il faut pas qu'on puisse faire wipe tout le raid, quoi. Faut pas que ce soit trop punitif. Faut que ce soit engageant mais sans être punitif, parce qu'on veut pas non plus que ce soit... Voilà, c'est pas un contenu niveau. Le but c'est pas d'y passer un temps de fou. Dr Kawashima. Et là cette méca est trop bien, voilà, avec le miroir là, qui reflecte le laser. Je vais la remettre. Mais qui laisse quand même passer le laser, donc t'as le laser qui passe, plus le reflex du miroir. Et ça va être utilisé de manière un peu plus sympathique après. Et c'est trop bien parce que c'est une mécanique de calcul en fait, hein. Il faut calculer la trajectoire du laser. Là il y a un truc qui est timé, donc vous allez poser une AOE après un compteur. Enfin ouais, c'est que des mechas pas très complexes comme ça, mais qui demandent de réfléchir, d'être un peu engagé dans le combat.
pas tout faire sans réfléchir comme sur le boss d'avant, je trouve. Bon, ça, c'est la masterclass, hein, voilà. Là, le boss vous grabe jusqu'à lui, il faut arriver à s'échapper de l'aéronef parce qu'ils vont détruire l'aéronef. Il y a des AOE partout, il faut arriver à fuir à temps, sinon vous mourrez. Mais si vous êtes trop rapide, vous prenez les AOE et vous mourrez. Bon, c'est... Ça, c'est la zinzinerie, ça. Ça, c'est exceptionnel. Et donc là, on rentre en P2 et le combat va être un peu plus intéressant. Absolute cinéma, mais littéralement. Et ce qui est cool, c'est que après, le combat continue d'évoluer. C'est pas une redite du combat qu'on a eu avant. Là, il y a des mechas en plus qui arrivent, ou une complexification des mechas qui existaient déjà. Et ça, c'est trop bien. Quand il y a une progression mécanique dans le fight, bah c'est exceptionnel. Même sur un combat, enfin sur des contenus qui sont aussi faciles, entre guillemets, avec des Red 24, le fait qu'il y ait quand même des progressions, qu'il y ait une gradation mécanique au cours d'un combat, c'est vraiment dingue. Un petit côté Eden 1 en mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, là, typiquement, la méca des miroirs qui, là, d'un coup, devient... Oula, attends, là, faut se poser 2 secondes. Enfin... Pas ouvrir un sujet qui fâche, mais cette mécanique est plus difficile que n'importe quoi qu'il y a dans Inyo Extreme, tu vois. Je trouve qu'elle est plus difficile, plus réfléchie. Voilà, alors là, j'étais en mode... Attends, mais ils sont... J'ai besoin de ce moment. Je regarde un peu ce qui se passe avec le laser, et je me dis, mais attends, mais ils sont en train de mentir, non? Et j'étais pas sûr de moi. Et là, tout mon groupe se fait arracher. Bizarre un peu. Voilà, ça non plus, elle est pas en P1, hein. Ça c'est... Bon, c'est des dégâts, mais... Et on pourrait dire, c'est le méca qui existe en P7 de DSR, hein, ce serait pas faux. Hein. Donc ouais, un combat de fou, hein, que ce soit coach double boss, le changement d'arène, la gradation mécanique, la méca des miroirs. Franchement, c'est une masterclass. Je sais pas s'il est même pas mieux que celui des Archangels, là. Bon, là, évidemment, ça a été un peu galère avec tous les morts, hein, il a fallu un peu se battre. L'Alliance C en souffrance, ouais, c'est un peu dur. Et on n'a pas wipe, et on a réussi à les tomber. Pouah, mais quel méca de fou ça. Enfin bref, voilà. Encore une fois, une méca qu'on aurait pu voir en extrême, hein, je pense sans souci, honnêtement. Celle-là, elle aurait eu du sens. Pour être plus honnête, elle ressemble énormément à celle de Inuo avec ses portails, je pense. Et je pense même qu'elle est un peu plus dure que celle d'Inuo avec ses portails. Le nombre d'LV3 heal sur le prochain fight. Alors, il s'est très bien passé le prochain fight sur ce try. Donc on va pas voir, on va dire, l'expérience classique, mais c'est vrai que le troisième boss est sans doute l'un des plus durs de la série de raid. Sans doute le plus dur, je pense, de toute la série de raid. Des 12 boss qu'on a eu pour Dawn Trail. Bon, je passe les petits ZAD. Alors déjà, hein, décor enneigé, Evercold, tout ça, on aime. Et on arrive sur Kamlanaut. Alors encore une fois, aucune idée de qui est le boug. Apparemment, il est plus ou moins important. En tout cas, ça avait l'air d'être un type connu, quoi. Donc ces mechas, elles sont trop bien, encore une fois, on va voir de toute façon. Magilame, voilà. Donc il fait des éléments. Attends, faut combattre. En fait, il fait Magilame, il stack des éléments, donc là c'est glace et je sais pas quoi. Et après, il va faire des cleaves élémentaires, et l'élément qu'il a emmagasiné, quoi, va faire grossir certains des cleaves, donc les cleaves correspondants, et donc faut trouver les safe spots. Putain, mais c'est trop bien, quoi, c'est trop bien pensé, ouais. En plus, c'est joli. Région de Juno, ok. C'est le frère du boss d'après. Oui, ça oui, en effet. Donc là, exactement le même principe, mais avec des lignes cette fois, au lieu d'avoir des cleaves.
Alors, un petit peu dommage que ça ne remplisse pas l'espace entre les lignes du coup, parce que ça nullifie un peu la méca. Là, on a le TB qui va devenir vraiment très très bien. C'est un excellent TB, je trouve. Puisqu'il bump les tanks. Alors pour l'instant, ça n'a pas trop de sens, mais ça va l'avoir. Bon, ça pour le coup, c'est une mécanique vraiment très simple, très classique. Bon, là, il y a un out, personne ne sait pourquoi. Et il va passer en P2 à un moment. Alors déjà, rien que ça, rien que le fait qu'il ait P2 sur les fights de Red 24, déjà, tu sais que le fight est grotesque, quoi. Et là, il s'énerve, il pète l'arène. Encore une fois, hein, toujours pareil, quand l'arène change, c'est généralement une masterclass. Je parle même pas de ce qu'on voit, évidemment. Absolute cinéma. Et donc il va faire des trucs qui ressemblent, hein. Pas de changement. C'est juste une gradation encore des mécaniques. Mais c'est une dinguerie, genre. Et puis il fait mal, voilà, ça aussi. Les Red White font mal, genre. Parce que là on est sur stuff quand même et on se fait défoncer, quoi. On n'a pas de jeu ni rien parce qu'on n'a pas encore eu de mecha. Donc il fait mal. Il a des mechas qui sont très très cool. Il a une P2 qui renforce vraiment ses mécaniques. Il est magnifique. Non, c'est trop une dinguerie. Hein. Donc là, c'est un cercle qui s'étend. C'est exactement la méca qu'on a sur M9, Sadique, ou même sur M9 normal, où quand le cercle s'étend, il déclenche les mécaniques. Et en fait, la couleur du cercle détermine quel cristal va exploser à chaque fois. Là, c'était un cristal d'eau, donc c'est l'eau qui a explosé. Là, c'est un cercle de glace, donc c'est le cristal de glace qui va exploser. Donc il faut déterminer quel cristal. Alors bon, grand respect à nos amis daltoniens du coup. Heureusement, il y a quand même des petites indications élémentaires sur le cercle pour permettre aux gens qui ne voient pas les couleurs de faire la mécanique. Parce que ça aurait pu être un problème. Mais ils y ont pensé, comme d'habitude en général, ils pensent bien à ce genre de choses. Là, un bump, il faut se faire bump évidemment sur les espèces de couloirs sur l'arène. Toujours agréable d'utiliser l'arène à dans un autre type de mecha. Et là, le TB que je trouve vraiment incroyable, parce que du coup, les 3 tanks ont le TB, ils vont être bump, il faut qu'ils se répartissent les 3 couloirs. Donc il faut qu'ils se répartissent les 3 couloirs eux-mêmes, il faut que la team se mette évidemment pas en travers de leur chemin pour pas les tuer, quoi. Et c'est trop bien, en fait, c'est comme TB, c'est une dinguerie. Pour le coup, la P2 vaut bien des extrêmes. Moi, je suis d'accord. Hein. Je pense que la P2 est un meilleur extrême que certains extrêmes. Relâchement bestial. Ouais, j'avoue, j'ai pas essayé de voir si ça marchait les anti-bumps. Alors, malheureusement, comme vous voyez, ça s'est relativement bien passé. Donc, là, il va tomber assez vite. Donc, on va pas avoir le temps de tout voir. Mais là, on voit qu'il restack les éléments comme en P1. À nouveau, la méca des cliffs, parce que cette fois, il y en a plus qui vont grandir. Donc, on n'a qu'un seul safe spot, il me semble. Voilà, il n'y a qu'un seul safe spot sur l'arène. Donc il faut déterminer lequel, ce qui demande un peu de calcul quand même. Un peu de mémoire et un peu de calcul pour faire la méca. Voilà, malheureusement, on va pas pouvoir... voilà, cette méca là, normalement, avec tous les cristaux élémentaires et les cercles qui n'arrêtent pas de grandir les uns par-dessus les autres, voilà, il y en a 2 à chaque fois. Donc il faut regarder les 2 qui vont exploser et aller pas dedans. Donc là, voilà, je meurs lamentablement. À 0,1% de la vie du boss. Bon, malheureusement, voilà, il a pas tenu très longtemps, mais le fight est insane. Vraiment, c'est une folie. Le boss 2 et 3, masterclass de design. Et pour l'instant, c'est du tout bon, quoi, hein, cette série d'Ab 24. On a eu quelques boss un peu classiques, et puis des boss trop bien. On arrive sur le dernier boss de Sandoria. Donc le frère, effectivement, du frérot qu'on vient de tuer. Eldenarch, je sais pas quoi. Un espèce de giga astromancien. Alice qui aurait mal tourné.
Peut-être. Petit TB, jusqu'à présent, voilà, un petit sage là qui prend un TB dans la tête, mais qui a survécu. Le GOAT. Donc là, il fait tourner ses cartes et ça indique une mécanique. Alors, j'avais complètement oublié que ça marchait comme ça, donc je vais me le prendre pleine tête. Voilà. Bon, ça c'est cool, mais... Voilà, il n'y a rien de transcendant non plus, hein. C'est une manière un peu plus jolie d'afficher qu'il va faire une AOE. Ça demande quand même de regarder, c'est mieux qu'un télégraphe par terre. Je préfère quand même quand c'est annoncé comme ça plutôt que juste un télégraphe un peu simple au sol. Bon, là c'est juste un spread avec des AOE. Encore une fois, les petites AOE du boss. Des hexas, qui sont alors très simples, mais des hexas quand même. Alors je dis ça et je le prends dans la tête. Alors ils sont très simples parce qu'ils sont pas complets. Hein. Du coup, vous n'avez qu'à en esquiver un seul si vous vous placez bien. Des AOE qui restent, qui explosent. Bon là pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de fou hein, dans ce combat. Mais lui aussi, il a une P2 en fait, comme presque tous les autres boss en fait hein, de cette série de raids. À un moment, il va décider que voilà, il s'énerve, il y a même une cinématique d'ailleurs. Absolute cinéma. On casse l'arène. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant. Puisque voilà, un peu comme P6, pardon, comme Hegemon, pour ceux qui l'ont fait, il y a des mechas qui vont s'échanger avec les liens et il faut un peu calculer le bon save spot en fonction de quel AOE sont échangés. Rien de très compliqué pour être honnête, vu que c'est un carré 3x3, hein, donc il n'y a pas non plus des tonnes de possibilités. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des mechas un peu plus compliqués. Donc là, les hexas, mais avec des petites tornades. Et voilà, toujours le même principe, hein, d'avoir une P2 qui est les mêmes mécaniques, mais en plus compliqué. On rajoute un peu une couche, comparé à la mécanique qu'on a vue en P1. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Ce principe-là, c'est tout simple, mais ça suffit à faire des combats... de bons combats. Bon, celui-là est quand même pas mal inférieur, je trouve, à celui d'avant et aux deux. Il est pas mal, mais... C'est vraiment le 2 et le 3, je trouve, qui font de Sandoria un raid incroyable. Lui est pas mal, disons. Et donc voilà pour Sandoria. Et donc on avait ça jusqu'à présent dans le jeu, et moi j'étais en mode, mais c'est incroyable. Franchement, c'est une des meilleures séries de Raid 24 qu'on ait eu depuis des années. J'ai trop hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le 3e. Et donc après avoir refait les 2 premiers, ben, je suis allé faire le 3e. La 3e pérambulation, Windurst, je sais pas. On y va. Donc évidemment encore super joli. On avait déjà vu cette partie-là dans la live letter. On voit Shantoto. Un peu une espèce de mentor, si j'ai bien compris, dans le jeu. Mentor mage noir, en tout cas. Si j'ai bien suivi son lore. Toujours accompagné d'Alxal. Qui, si j'ai bien compris, est un peu le météore d'FF11. C'est la représentation des joueurs, des aventuriers. Et on arrive sur Shantoto. Donc moi j'avoue, j'avais beaucoup d'attentes à ce moment-là quand j'arrive sur ce Raid 24 après avoir refait les 2 premiers qui sont vraiment exceptionnels. Shantoto, elle a cette mécanique qui est cool. Franchement, cette mécanique elle est bien. Ou pareil, il faut calculer un peu quel morceau d'arène vont se rentrer dedans et aller là où ce sera safe. Alors la mécanique est quand même facilitée par le fait que c'est toujours là où il y a
de trous entre guillemets. Ils ont pas mis des formes un peu complexes qui rendraient la mécanique plus difficile. En tout cas, j'en ai pas vu. Et là, on a sa deuxième mécanique qui sont les ley lines, donc il faut juste la suivre de ley line en ley line. Je l'ai pas vu faire autre chose que in. Peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas la possibilité qu'elle fasse out. Des fois in, des fois out. Ou autre chose, quoi, des AOE en, je sais pas, en étoile par exemple. Non, c'est le mecha ok, parce qu'il faut retenir le chemin des les lines pour savoir comment la suivre, mais on est sur un peu moins poussé quand même que des combats qu'on a pu voir précédemment. Voilà, donc là elle pète les plombs, elle invoque un météore de fou. Alors globalement ce tir est vraiment visuellement insane. Ils ont vraiment mis tous les curseurs à fond sur ce qu'on voit à l'écran. Là on voit le météore qui fonce dans le lointain et tout, puis qui va exploser, c'est une nuke de fou. Tout devient enflammé. Waouh. Ils ont mis le paquet, voilà. Petite phase d'esquive d'AOE à mesure que le monde s'effondre sur notre tête. Et on repart, et là c'est un peu dommage, voilà. On repart un peu pour les mêmes mechas en fait. Avec juste, voilà, ce petit push. Où j'ai cru d'abord que j'aurais pas à me faire push, mais en fait j'ai réussi à me rattraper au dernier moment quand j'ai compris ce qui allait se passer. Mais je trouve que ça manque un peu de complexité, voilà. Comparé à ce qu'on a pu voir un peu plus juste avant, dans les raids d'avant. Celui-là est un petit peu direct, un petit peu facile. Il est visuellement très impressionnant, mais pour l'instant ce boss fait des mécaniques qui sont certes sympas, mais qui auraient mérité d'être poussées un petit peu plus loin à mon avis. Je suis tellement mort de push, du push comme un golem la première fois. Ouais, moi aussi j'ai failli. Hein. Vraiment, au fait, à la dernière seconde, je me suis dit, attends, mais en fait, peut-être que je vais partir dans le vide et qu'il faut se rattraper à un mur. Et j'ai eu le pixel du mur qui m'a sauvé, mais j'aurais dû mourir. On a failli wipe, puis on n'a pas wipe, il me semble. Hop. Et puis là, je crois que les mécaniques ne changent plus. Hein. De toute façon, on a la version finale. Encore une fois, c'est une bonne mécanique, mais elle est un petit peu facile comme ça. Ça aurait été mieux de se faire push, je pense, à l'endroit safe déjà. Plutôt que d'avoir l'un puis l'autre, le push puis aller à l'endroit safe. Et sans doute avec des formes un peu plus découpées. Pour que ce soit un peu plus difficile de voir où est le safe spot. Pareil hein, pour cette mecha, le principe est cool, il faut retenir le chemin des lines. Mais si on pouvait avoir d'autres choses que forcément in, ou alors que chaque line puisse faire une mecha différente, il y en a qui font in, il y en a qui font out, il y en a qui font une étoile. Ça aurait pu être vraiment cool. Là du coup bon, comme c'est que du in, il n'y a pas trop à se poser la question quoi. On a juste à retenir le chemin. De toute façon comme c'est toujours adjacent, c'est pas très compliqué. Donc le boss est cool. Mais sans plus, voilà, je le mettrai un petit peu en dessous de prix, je pense. Pas au niveau des masterclass qu'on a eu plus tôt. Pas non plus au niveau des moins bons. Et on arrive sur le deuxième boss qui va être Alexander. Alors on a toute une phase un peu sympa où on affronte des ZAD en défendant une ville. Il y a des vrais mechas pour le coup. Là, la phase d'AD est plutôt sympa, honnêtement. Elle est mieux travaillée que ce qu'on a vu jusqu'à présent, je trouve. Et elle est même un peu longue en plus, hein, il y a Lamia et tout. Enfin, franchement, c'est cool quoi. Et on arrive sur le deuxième boss, et à mon avis, c'est pas à mon avis d'ailleurs, c'est le moins bon. C'est de très loin le moins bon de toute la série de raids, je pense.
des 12 boss qu'on va avoir dans cette série de raids de Vanadiel, c'est le seul qui est vraiment mauvais, je trouve. Ça fait très armée des argileux, je trouve. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté armée des argileux, ouais. Avec les Vagdad et les mechas et tout, ouais. J'aime bien ce genre de combat d'ailleurs. Et j'ai bien aimé dans le Nier, je crois, où tu avances vers des mobs qui te tirent des espèces d'AOE, là, des boules. Il faut avancer et esquiver les AOE. C'est toujours sympa d'avoir des phases d'ad un peu compliquées comme ça. Avec des petites choses à faire qui sont pas juste on pack tout et on AOE tout. Et là, ouais, donc là, celui-là, c'est vraiment le seul que je considère des 12 boss qu'on va voir, même des 13, puisqu'il y en a presque... Il y en a presque 13 en réalité. C'est vraiment le seul que je considère raté. Lui, pour le coup, il n'y a rien, quoi. Là, il fait un cône. Voilà. Alors, ok, l'indicateur est un peu plus sympa. Mais bon, c'est un cône qui tourne, quoi. Avec un in et un out, c'est des mécas qu'on a vu 150 fois dans le jeu. Bon. Ok. Là, c'est des jauges qui se remplissent à la fin. Ça fait un cleave de la moitié d'arène de la jauge. C'est un gauche-droite, quoi. Hein. Encore une fois, l'indicateur est cool. J'aime bien ces types d'indicateurs et j'espère que peut-être qu'ils pourront les réutiliser pour des mechas dans d'autres types de contenus. Mais honnêtement, c'était pas très inspiré. Là non plus, hein. Là c'est purement des exas en fait, hein, concrètement. On vous affiche dans quel ordre vont exploser les AOE et il suffit de se mettre sur la dernière et puis de rentrer sur la première. Pouah. Encore une fois, c'est vu et revu. Bon, j'ai été très élogieux hein, sur les deux premiers Red 24 que j'avais trouvé exceptionnels. Comme je l'ai dit dans le titre du stream, le troisième j'ai trouvé un peu moins bien. Et une grosse partie c'est à cause de ce boss. Hein. Vraiment, c'est lui qui, je trouve, plombe la note. Ça pareil, hein, déjà vu, une AOE qui fait le tour pour verrouiller l'endroit où est l'AOE. En fait, c'est que des mécaniques qu'on a déjà vu plein de fois. C'est pas juste une fois, on les a déjà vu plein de fois. Elles sont toutes seules, elles sont pas combinées entre elles, elles ont pas de particularité. C'est vraiment... Enfin, il y a rien, quoi. Je trouve qu'il y a rien de rien. Et en plus, c'est dommage, parce que c'est Alexander, quoi, quand même. En tout cas, pour moi qui ai fait FF14, c'est censé être quelqu'un, quoi, Alexander. Le voir dans cet état-là, c'est un peu dur. À la phase date, pareil, hein, il me semble que j'avais été même étonné de voir à quel point il se passait rien. Ah, et voilà, ils font des outs. Voilà, waouh. Voilà, c'est ça, la mecha. Il fait un petit out, lad. Ouais. Voilà, c'était la phase d'ad de Alexander Resurrected. Donc ouais, voilà, des 12 boss qu'on va voir, hein, vraiment le seul que je considère comme raté dans toute la série de Red Vanadiel, c'est celui qui à mon avis aurait dû être retravaillé. Après, 11 sur 12 réussi, c'est un excellent score, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme j'ai déjà dit, c'est une excellente série de raids. Il y a juste eu évidemment la petite ombre au tableau sur ce boss, qui de mon point de vue est le moins bon de très loin. Là pareil, hein, on est sur un... Alors celui-là, celle-là c'est sans doute la meilleure méca, puisque c'est le cône qui tourne, comme au début, sauf qu'au lieu d'être sur un in-out, on est sur des quadrillages. Et à mon avis, c'est à la fois un peu plus dur et à la fois un peu plus original que ce qu'on a déjà vu dans le jeu. Donc c'est la méca que j'ai préférée. Mais sinon, voilà. Hein. Honnêtement, ça c'est des mechas qu'on voit dans tous les donjons de l'épopée. Enfin, je veux dire, voilà. Le boss allume deux trucs, ils vont faire des AOE. Bon, bah, on va de l'autre côté, et puis après, on change. Je veux dire, dans comment il s'appelle, Workers Armor, je crois. Le donjon 93. Il y a cette mécanique, exactement cette mécanique. Mais en mieux, parce que le boss va geler certaines AOE, et il faut regarder lesquelles vont exploser du coup en faire en premier, etc. Et c'est un donjon, quoi. C'est un donjon d'épopée, de level, même, enfin de leveling. Et la méca est mieux que ça, quoi.
Là, on nous remet ça, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même. Enfin bref, voilà. Pas de progression mécanique au cours du combat, à part à de rares exemples. Les mécaniques sont vues, revues. Elles sont en plus très simples et elles sont pas combinées entre elles. Enfin... Et pas du tout d'ailleurs l'aspect temporel qu'on peut avoir avec Alexander dans 14. Alors je sais pas si dans 11, Alexander est aussi lié au fait de remonter dans le temps, etc. Mais en tout cas, j'ai pas reconnu Alexander, quoi, à part le fait que c'est un robot. Voilà, pas impressionné. Donc là, j'étais en mode, ah ok, bon, le premier boss était pas mal. Je suis mort aussi plusieurs fois. Ah mais non, mais oui, non, mais tu peux mourir. Hein. Je dis pas du tout qu'on peut pas mourir. Je dis que les mécaniques sont pas ni originales, ni complexes, ni intéressantes, quoi. Comparé à ce qu'on a vu avant dans les raids précédents, ou même sur Shan Toto, je trouve que c'est vraiment d'un niveau très différent. Le fait que le glitch gauche-droite arrive après les dégâts, je trouve ça honteux à la fin. Ouais, typiquement, ouais. Donc là, a priori, on est sur Absolute Virtue, c'est ça qui est un boss un peu mythique d'FF11 qui aurait pris des jours à tomber, je sais pas quoi. Bon, ils en ont fait un ad, donc évidemment, ça va pas être un combat épique. Mais je pense que c'est cool de l'avoir mis au moins en référence, parce que c'est une histoire qui est un peu... C'est une histoire qui a un peu transpercé le monde d'FF11 et qui est un peu débordé dans le monde extérieur. Et je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire de ce boss sans avoir joué à FF11 ou sans connaître FF11. En tout cas, c'est mon cas. Donc c'était cool de le voir quand même si ce n'était qu'une phase d'ad. Et puis encore une fois, faut reconnaître que les phases d'ad sont sans doute les meilleures qu'on ait eues dans la série. Autant les boss sont un peu inférieurs, autant les phases d'ad sont sans aucun doute les meilleures. On arrive au troisième boss. Donc ce que j'ai compris, c'est que Promacia, c'est un peu... Je vais faire une comparaison qui vaut que ce qu'elle vaut, mais on m'a expliqué qu'en gros, c'était un peu le Zodiac d'FF11. Je sais pas si c'est une comparaison qui explique vraiment qui c'est. Mais on m'a dit que c'était à peu près ça, quoi. C'est un peu l'ennemi de la déesse créatrice du monde. Donc un espèce de gros boss. Pour moi, j'étais juste average SSJ. Donc cette méca avec l'AOE qui se déplace et qui crée deux AOE, ok. Elle est pas mal, sans être non plus folle. Il va énormément jouer sur ce principe. Bon, globalement, mon avis sur ce boss, c'est qu'il est ok. Encore une fois, on est sur un boss qui est pas mal. C'est beaucoup mieux que Alexander hein, qu'on a eu juste avant. Mais comme Shan Toto, je trouve que ça manque un petit peu, comparé à ce qu'on a vu dans les raids 24 précédents. Je trouve que là, on manque un petit peu de progression dans le combat et... T'as déjà marché dans un des puddles, je ne sais plus. Bon, on va voir, hein, de toute façon, si j'ai marché dedans. On va bien voir. Mais ouais, en fait, l'idée est bonne de la mecha, notamment cette mecha, c'est une bonne idée. Un petit peu sous-exploitée, je pense. Là, j'aime bien parce que il faut quand même attendre que l'AE arrive au bout de son chemin pour se déclencher. Et du coup, il y a une question de temporalité, quoi. Il envoie 4 AO en même temps, mais en fait, il y en a 2 qui sont sur des chemins plus longs, donc elles explosent pas en même temps que les 2 qui sont sur un chemin plus court. C'est plutôt pas mal. Bon, ça... Ah non, ça c'était pas mal. Là, je vais décider de changer au dernier moment parce que je vois qu'il y a peut-être moins de gens en face. J'étais pas certain du move. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, c'est un classique phase d'ad divisé en 3 comme on a l'habitude. Puis j'ai bien aimé en fait. Il y a des petites AO à esquiver. Il y a des bumps où il faut utiliser les petits coins de mur qu'on voit pour se retenir. Franchement, c'est pas dégueulasse du tout. J'aurais sans doute préféré si les AOE étaient pas affichés. Parce que les ZAD, ils apparaissent dans l'ordre d'explosion des AOE, donc je pense que c'était pas nécessaire
d'afficher les ZAD. En plus, ils brillent et tout, donc ils sont assez visibles. Le problème quand on affiche un télégraphe, c'est que du coup, ça rend la lecture de la mécanique inutile. On a juste à regarder le télégraphe et à ne pas être dedans. Donc c'est toujours un peu dommage. Là, ils ont bien pensé au fait qu'on puisse aller aider les alliés quand la méca est terminée, donc ça c'est très bien. Ça aurait été dommage que ça ne soit pas le cas. Ça aurait été un peu frustrant pour les mêlées, mais ils y ont pensé. Et donc il va rentrer en P2. Une phase qui est plutôt sympathique encore une fois. Et la P2 est cool, mais en fait c'est toujours un peu le problème comme avec Shan Toto, c'est que ça manque un peu de... Ça manque un peu de complexité quoi. Bon là on voit les AOE qui avancent, alors là je me dis ah c'est pas le bon endroit en fait la team, on va aller là-bas, hop. D'ailleurs c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était le modèle d'Athéna. Hein. Là c'est vraiment une attaque que peut faire Athéna avec ses ailes. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais quand il a fait cette attaque là où il clive un côté, j'ai reconnu ma bonne vieille P12. En gros, les puddles mettent une pesanteur le temps que t'es dedans, ce qui est un peu punitif, mais pas trop. Ah, c'est bien, ok. Ah, c'est une bonne idée ça. Tranquille, la rue là. Je suis un golem, mais je crois que j'ai pas vu que le pic est dirigé vers moi, voilà. Donc voilà, plutôt un bon boss. J'aime beaucoup le fait qu'il ait P2, vraiment, je pense que c'est ce qui vraiment il faut viser. Le fait que les mécaniques se complexifient au cours du combat, c'est vraiment trop bien d'un point de vue ludique, d'un point de vue même narratif et tout, ça marche super bien. Ah si voilà je vois, ouais, là j'avais la pesanteur, mais bon je suis sorti assez vite. Et puis bah, évidemment j'en ai pas parlé, mais visuellement c'est Amour tiers, hein, c'est trop bien. Oh là, heureusement qu'on est un dragoon, hein. On est bien content, sinon c'était la fin. Là c'était finito hein, si j'étais pas dragoon. Là on survit à 131 HP, let's go. Merci à la potion qu'on a claquée. Évidemment, aucune chance n'a été présente durant ce combat, seulement du skill. Goutte de pluie. Mais voilà, globalement un combat sympa, les mécaniques progressent bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles sont peut-être un peu trop peu nombreuses. Et du coup, ça boucle beaucoup. Quand on compare à certains boss qu'on a vus dans les 2 raids d'avant, qui avaient des tas et des tas de mechas, ce qui faisait qu'en fait ils bouclaient jamais, ou très peu. Là, du coup, on a l'impression de revoir beaucoup la même chose. C'est un peu ça qui change, comparé par exemple au 3e boss du raid d'avant, qu'on a dit que c'était vraiment des meilleurs, je pense, le 3e boss du raid d'avant. 3e boss de Sandoria. Celui-là, voilà, là on revoit encore la même méca. Voilà, on reste quand même sur des choses qui sont très semblables. Donc c'est des mechas qui sont bien, hein, mais peut-être un peu trop peu nombreuses pour un combat, pour un combat qui soit bien équilibré, quoi. Mais sans doute le meilleur boss pour l'instant de ce raid. Et on arrive sur le dernier, le 12e. Le dernier boss de cette série de raids. Qui va-t-on avoir après la divinité suprême de je sais pas quoi? Alors déjà, petite cinématique bien sympathique où notre guerrier de la lumière se fait surprendre. C'est assez rare pour le souligner. Et il y a Shinryu qui débarque en légende, incroyable. Un patch avec 2 Shinryu. On a eu Shinryu irréel et Shinryu Red 24. La dinguerie. Donc Shinryu qui apparemment est une espèce de divinité suprême qui aurait vaincu toute sa dimension, etc., etc. La P1 est incroyable, mais la P2 il face peak. Oui voilà, on va en parler exactement, c'est le problème du combat. Mais en tout cas, visuellement, absolute cinéma. Alors c'est le cas depuis le premier Raid 24 de Lone Trail, mais ça n'a pas arrêté de s'améliorer, je trouve. Et visuellement, ce Raid 24 atteint un peu des sommets, quoi.
Le spectacle est présent. Et cette méca là, bah, je trouve que c'est exceptionnel, voilà. C'est une idée de fou. Avoir deux arènes superposées où les mécaniques arrivent soit sur l'une, soit sur l'autre, et il faut switch entre les deux, bah c'est une excellente base pour rendre de futurs wall boss intéressants. Il y a beaucoup cette critique, notamment des joueurs HL, qui trouvent que les wall boss sont inintéressants, qu'il y a un problème de mécanique, etc. Ce qui est pas complètement faux, hein. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas intrinsèque comme problème. C'est pas parce que c'est un wall boss que c'est un mauvais boss. C'est juste que bah, il se trouve que les wall boss ont été globalement un peu moins bons que les boss qu'on peut déplacer. Et là, ça, c'est une mécanique qui peut vraiment rendre les fights intéressants. J'ai fait mon poteau, j'ai rien switch et je suis peau morte. Ouais, bah après, ça reste un Red Zone 4. Voilà, effectivement, c'est pas très punitif. Mais c'est vraiment cool de voir ces mechas. Et j'espère que ce sera réutilisé dans des contenus plus haut niveau à l'avenir parce que l'idée est trop bien. On a des petites mechas de il faut pas regarder le boss, bouger, pas bouger, etc., etc. Bon, moi, en tant que animal suprême, je décide de faire les mechas à moitié. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on va pas rester longtemps en P1. Et on va vite passer en P2. Parce qu'il va détruire l'arène du bas. Et il va fusionner avec Gelul Jaja. Pour donner le boss suprême ultime de la mort de la machin, je sais pas quoi. Hop. Si tu peux check Discord rapido. Ça peut attendre 5 minutes ou pas? À côté, heureusement, parce que la P1 boucle trop, je trouve, mais la gueule de la P2. Ouais. Donc là, il fusionne, boss de fou. Déjà, le design est trop bien, je trouve. Ça fait vraiment dragon à deux têtes avec les deux têtes qu'on connaît de Gelul Jaja. Ils ont vraiment réussi le coup. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que bah, la deuxième arène n'est plus là, donc on n'a plus cette mécanique de changer d'arène. Et honnêtement, si visuellement ça va être une dinguerie, et même au niveau du lore et tout, parce qu'il y a les... Là on n'a pas le son, mais il y a les voice lines et tout, il y a Prish qui débarque, voilà, il y a Alxal qui chie de tout le monde avec ses ailes de paladin géantes. Faut prendre les tours pour l'aider, parce que sinon il est tout seul, enfin... Il se passe que des dingueries visuelles, mais mécaniquement, faut reconnaître que le fight, il est pauvre. Honnêtement, il se passe pas grand chose dans le combat à partir de là. C'est assez pauvre et malheureusement, comme c'est un peu long, bah on fait pas grand chose quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'on avait une P1 avec des bonnes idées, alors qu'il aurait mérité un peu plus de mécanique, mais il y avait vraiment l'idée de base était vraiment très bonne. Et en fait, on enlève cette idée pour la P2, mais sans vraiment compenser. Par d'autres mécaniques, il se passe pas grand chose quoi. Il y a des cleaves et des tours à prendre, hein. Essentiellement c'est ça. Je crois qu'il y a aussi à nouveau la méca des debuffs, il faut le regarder, pas le regarder, etc. Mais ouais. En fait, je pense que c'est la première fois dans toute la série où on a une P2 qui est pas une gradation mécanique de la P1, qui est vraiment une phase différente, c'est un autre boss en fait. Hein. Et je trouve qu'il est malheureusement moins bon que son prédécesseur. Un peu moins riche quoi. Et ce sera la fin du coup, hein, voilà, il va faire des mechas, des in, des machins. Et c'est très très classique. Alors c'est une... Ah si, voilà, ça c'était bien par contre. Pardon, j'avais quand même trouvé ça que c'était pas mal. On a des... C'est un truc qu'on a un peu sur le nul, dans certains CE, avec un compteur sur les AE qui bouge, et donc quand elle s'arrête, faut pas être dedans. On l'avait déjà vu sur le nul à un niveau sur un CE, au moins sur un CE. J'aime beaucoup cette méca et j'espère qu'ils l'utiliseront dans des contenus au niveau pour faire des choses un peu plus évidemment poussées. Mais c'est une bonne idée d'avoir des AOE qui bougent avec un compteur et il faut déterminer le safe spot à l'arrivée. J'espère que c'est quelque chose qu'on reverra plus tard. Et bon là voilà, le combat est terminé, les exas sont simplissimes.
Et le fight tombe. Bon, globalement, si le raid est une dinguerie visuelle, c'est trop beau, etc. Mécaniquement, on a un boss 1 qui est pas mal, un boss 3 qui est bien, un boss 4 qui oscille entre des bonnes idées mais ça manque de profondeur, et un boss 2 qui est vraiment raté. Et du coup, je trouve qu'il est quand même pas mal en dessous des deux autres Raid 24 de l'extension, où il y avait vraiment des masterclass de design, que ce soit le Ultima Omega, que ce soit le troisième boss de Sandoria, que ce soit les Archangels de Juno, etc. Il y avait vraiment d'excellents designs dans les deux premiers. Là, il n'y a pas un boss où je me dis, oh celui-là, il est vraiment trop bien, quoi. Il y en a qui sont cool, il y en a qui sont moins cool, mais il n'y en a aucun où je me dis, c'est le meilleur, quoi. C'est pas le cas de Doom Train, avec son eux qui bouge en losange. Non, pas Doom Train. Non, Doom Train, c'est pas un timer. Doom Train, c'est un nombre de comment dire, le spot sur lequel la route va avancer, donc tu dois calculer où elle arrive. C'est semblable comme mécanique, mais c'est pas tout à fait la même chose. Puisque Doom Train, c'est vraiment, tu comptes le nombre de spots, et du coup ton AOE va s'arrêter sur un de ces spots. Là, ce qu'on a, c'est un timer, donc c'est vraiment temporel comme ressenti. Pour le dire d'une autre manière, c'est discret sur Doom Train et c'est continu sur ce boss. Voilà. Donc j'ai trouvé que ce raid était cool, notamment du point de vue visuel, du lore et tout, mais qu'il était quand même un peu moins bien que les deux premiers, qui étaient vraiment d'excellents raids. Pour moi, c'est quand même la meilleure série de Raid 24, à l'exception de Stormblood, qui sont les GOAT incontestés. Mais je trouve que depuis Stormblood, c'est la meilleure. Alors je sais qu'il y en a qui vont trouver que Nier était meilleur. Moi, j'ai pas trouvé personnellement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Soden Walker était pas les meilleurs. Et c'est un euphémisme. Et comparé évidemment aux plus anciens, je trouve que c'est au-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure série de 4 à l'exception de Stormblood. Et on a des boss qui, à mon avis, sont même meilleurs que ceux qu'on peut avoir à Stormblood. Pour moi, le troisième boss de Sandoria, c'est un espèce de Cid en plus récent, quoi. J'aime beaucoup Omega et Ultima aussi. Les Archangels, là, c'est vraiment trop bien. Et le quatrième boss du premier aussi, de Juno, avec son stacking de buffs de dégâts, fait un énorme travail, je trouve. C'est vraiment une excellente idée d'avoir une soft en rage, très soft du coup, parce qu'elle est très gentille, elle vous permet vraiment de kill le boss, mais en même temps vous avez cette pression de ah ouais mais le boss fait de plus en plus mal, etc. Il faut avancer. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, c'était pour mon avis sur le Raid 24 de Dawn Trail. C'est une extension qui a été parfois un peu compliquée au niveau de certains contenus HL. Parfois non, mais parfois oui. Sur les Raid 24, honnêtement, c'est une des meilleures, hein, vraiment. Hein. Ils ont fait un travail de fou. Et moi, ça m'a pas mal donné envie de jouer à FF11 en plus. Je sais pas vous, mais je sais pas, les personnages et tout, les boss, le lore en fait qui est déployé avec les divinités et tout qu'on affronte. Ça donne un peu envie de s'intéresser au jeu. Donc peut-être qu'un jour, écoutez, on ira voir ce qui se passe en Vanadiel pour de vrai. Notamment dans une période de creux, par exemple, juste avant une extension FF14. Peut-être que ce sera l'occasion si on a le temps.